Ok, très bien. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Chaya Kulkarni et je suis directrice de la promotion de la santé mentale des nourrissons ici à CKID. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue à la prochaine itération de la série concernant la santé mentale précoce. Alors, cette série a commencé il y a à peu près 5 ans. Nous le faisions avec l'Agence de la santé publique du Canada et avec les programmes PACE-PCNP de l'Ontario. Et on avait tellement d'informations qu'il fallait donner aux praticiens et aux cliniciens d'à travers le pays et dans des établissements ruraux, urbains et à distance que nous avons continué à l'offrir. Nous venons de découvrir récemment qu'on dirait que le financement pour le français va être approuvé et donc la série sera disponible en français et en anglais, ce qui est toujours quelque chose qui nous rend très contents que de pouvoir le faire, bien évidemment. Maintenant, nous avons aujourd'hui l'introduction à la série. Vous entendrez des présentations beaucoup plus scientifiques de la part de gens qui sont des experts dans des domaines très spécifiques ayant à voir avec la santé mentale précoce et d'autres théories à mesure que le temps passe. Mais je veux vous parler de quelques principes qui nous sont fondamentaux pour le travail que nous faisons et aussi dans la population en général. Les gens parlent de la santé mentale précoce et voici quelques-uns des énoncés qui sont là au niveau national et international en ce qui concerne la santé mentale précoce. La petite enfance offre une occasion incomparable de créer la différence dans la vie d'un enfant, c'est d'UNICEF. La santé mentale de l'enfance signifie l'atteinte d'étapes en matière de développement et affectivité, ainsi que l'apprentissage de compétences sociales saines et d'outils de gestion de résolution de problèmes. Et la petite enfance est considérée comme la phase de développement la plus importante de l'ensemble de la vie. Donc, vous savez que quand moi je lis ces énoncés, d'un côté, ça m'inspire beaucoup parce que je sais qu'il y a d'autres personnes alors qui ont la même passion que ce que nous avons ici dans notre programme. D'un autre côté, je suis toujours surprise de la mesure dans laquelle les autres sont surpris par rapport au fait que la santé mentale précoce existe. Beaucoup de gens, quand je dis, ben voilà ce que je fais, voilà mon bureau, ils me regardent encore et ils disent, les nourrissons, ils ont de la santé mentale. Ça les surprend encore, les gens, que ceci est un fait. Alors, voilà ce que nous essayons de faire tous les jours dans notre travail. L'histoire de la série en ligne, nous avons commencé en 2015 et vous pouvez voir que la participation au début, c'était pas mal. Il y avait à peu près 500 personnes. Mais quand nous sommes déjà arrivés à la fin de la série de 2016-2017, on avait presque 5000 personnes inscrites. Waouh, n'est-ce pas? Mais quelle croissance alors que nous avons vu, c'est très emballant parce que des gens comme vous sont en train d'en parler, d'autres personnes dans le pays sont en train d'en parler. Donc en fait, nous sommes en train de commencer à arriver à aider les gens à comprendre l'importance que cette petite enfance a par rapport aux résultats de chaque enfant. Non seulement côté santé mentale, mais aussi côté santé physique aussi. Là, je vais vous montrer d'où viennent les gens, absolument. Nous voyons certainement les autres juridictions avec une plus grande représentation, d'autres disciplines avec plus de représentation. Mais ce n'est pas un mauvais espace quand même. Donc nous avons sans doute la participation dans le pays, d'un bout à l'autre du pays en fait. Nous pouvons atteindre de différentes public, la petite enfance, les travailleurs sociaux, les interventionnistes précoces, les gens dans le secteur de l'éducation, la médecine et le secteur des centres de la petite enfance de l'Ontario aussi. Mais l'objectif pour nous de toute la série, c'est de vous donner la même perspective par rapport à ce que nous savons, par rapport à la santé mentale du nourrisson et de la petite enfance. Donc, voilà des choses
que les gens ne devraient plus discuter. Il y a des faits, il y a de la science. Ce n'est pas seulement dans 1 ou 2 ans, 3. C'est robuste et aujourd'hui, je vais passer en revue ce que nous avons appris. On va vous donner une introduction à la science de la santé mentale du nourrisson et de la petite enfance, pardon. Et notre programme est en train de visiter, dès que nous avons commencé, de différentes communautés au Canada. En fait, on en a visité 15 et on a parlé avec eux de comment ils voient, eux, la santé mentale dans leur communauté et où ils voient, eux, des occasions pour faire croître cette capacité. Une question rapide. Les gens peuvent lever la main, ceux qui sont ici, et les gens qui sont en ligne avec nous peuvent répondre en utilisant l'ordinateur. Dans votre agence ou votre collectivité, la promotion de la santé mentale du nourrisson et de la petite enfance est-elle une priorité stratégique? Combien d'entre vous ici diriez que oui? Nous avons quelques mains. Et combien diraient que non? Je veux l'entendre parce que cela m'intéresse beaucoup. Et combien ne sont pas sûrs? Ah, ben très bien alors. Donc, espérons que quand on l'aura terminé, que vous ayez le langage et les idées pour retourner et partager avec vos collègues aussi et commencer à faire que les gens soient intéressés à ce sujet-là. Donc, une divulgation tout d'abord. Vous entendrez beaucoup parler aujourd'hui et pendant les 15 prochaines présentations qui sont programmées, des choses qui vont vous faire réfléchir à vos propres expériences en tant que parents, qu'enfants, même en tant que praticien, que clinicien, dépendant de votre âge. Rappelez-vous que la science a déjà fait un très grand progrès. Même pour moi, depuis que j'ai eu mes enfants, quand ils étaient tout petits, il y a 18 ans, vous savez, la science a fait beaucoup de progrès. Parfois, quand je regarde en arrière, et je peux me dire, oh, si j'aurais seulement su, je l'aurais pas fait. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous ne devez pas être trop sévère avec vous-même. Mais quand même, si quelque chose vous déclenche, si quelque chose vous contrarie, c'est important que vous parliez avec quelqu'un de cela. Je veux toujours être ouverte et vous dire le plus possible de ce que nous faisons. Moi, j'essaie vraiment de vous parler de la santé mentale et dans une certaine mesure, vous êtes les convertis. Le fait que vous êtes ici me montre que vous y avez déjà pensé. Mais je veux que vous soyez suffisamment emballés pour retourner chez vous et en parler avec vos collègues, avec la direction, etc. Et pour ce faire, vous savez, j'espère partager avec vous des connaissances concernant la santé mentale précoce et que vous compreniez, que vous acceptiez que tout le monde dans cette salle est quelqu'un qui a beaucoup d'influence sur comment vont les enfants dans nos communautés et nos sociétés. En fait, cette information va vous habiliter de façon incroyable. Ça va vous emballer. Je pense que cela donne beaucoup d'espoir, l'information que nous sommes en train d'obtenir de la part de la science. Commençons alors par regarder la base de la santé mentale des nourrissons. Nous savons que la petite enfance est une étape où le cerveau se développe beaucoup plus qu'à n'importe quelle autre période. Comment le définissons-nous? Bon, ben nous savons que chaque seconde entre la naissance et l'âge de 2 ans, il y a 1 million de connexions synaptiques qui se créent dans le cerveau chaque seconde. Et ce que cela représente, c'est une occasion phénoménal d'avoir de l'influence sur l'architecture du cerveau de cet enfant. Nous savons aussi que les expériences précoces, ça va, Donna? Je veux vérifier seulement. Oui, les expériences précoces, les positives et les négatives, ont un effet décisif sur la façon dont le cerveau est câblé. Et on arrive sans tous les câbles en place et les relations propulsent ce processus. Chaque interaction qu'on a avec un enfant, le fournisseur de soins, le parent, c'est en train de propulser ce million de connexions qui sont en train d'être créées dans le cerveau. Et nous croyons en fait que chaque praticien qui touche un jeune enfant de n'importe quelle façon doit comprendre la base de ce qu'est le développement du cerveau, comprendre l'occasion en fait qu'ils ont. Et finalement, ils vont mieux pouvoir répondre aux besoins
des enfants avec lesquels ils sont impliqués, n'importe leur tâche. Nous savons aussi que lorsque les jeunes enfants se concentrent sur la satisfaction de leurs besoins de base, ces connexions dans le cerveau mûrissent, tandis que d'autres circuits vont être perdus parce qu'ils resteront inutilisés, non activés. Donc, il faut penser que si je pense seulement à, bon, est-ce qu'il y aura du souper sur la table ce soir, ces circuits vont devenir très forts, très mûrs. Mais tandis que je pense à ce souper, il y a peut-être beaucoup d'autres choses qui se passent autour de moi auxquelles je ne prête pas attention. Et alors ces circuits-là ne seront pas utilisés. Et avec le temps, s'ils continuent à ne pas être utilisés ou ne pas être utilisés de façon régulière et donc pas renforcés, ils vont être émoussé. Vous avez une question? Vous voulez pousser le bouton alors? Bonjour. Je veux que ça soit clair dans ma tête. Est-ce que nous parlons de santé mentale du nourrisson seulement à partir de la naissance? Oui et non. Nous allons parler à un certain moment de la période prénatale. C'est de ça que vous parlez, qu'il faut couvrir la période prénatale aussi? Oui. Oui, bon, ben, il y aura des orateurs qui vont parler spécifiquement de la période prénatale. Moi, je vais le mentionner aujourd'hui aussi, mais je ne vais pas me concentrer à cela de trop. Et pour le contextualiser, je veux que vous soyez confiante qu'on en parlera. La santé mentale des nourrissons va changer vraiment de nom du point de vue de la mission, la vision et le mandat. Et l'un des changements, c'est que en ce moment, nous sommes en train de travailler du prénatal jusqu'à l'âge de 5 ans. Et les gens vont me demander, bon, ben, pourquoi pas de la naissance à l'âge de 3 ans? Parce que nous savons maintenant que commencer à partir de la naissance, c'est trop tard. Il y a trop de choses qui se passent in utero que nous pouvons influencer et de quoi nous devons parler. Et si on arrête à l'âge de 3 ans, c'est trop tôt. Parfois, ils ne sont pas dans un certain système en ce moment-là qui regardent de près leur développement. Donc, de l'autre côté, nous avons prolongé les choses jusqu'à l'âge de 5 ans. Oui, merci. Nous savons que les plus grandes occasions d'influencer se passent pendant les 3 premières années. Il y a des juridictions dans le monde entier qui font des campagnes fondées sur les 1000 premiers jours et la justification pour cela est que nous avons une occasion tellement profonde pendant ces 1000 premiers jours. Les relations humaines stimulent le développement. Pour un jeune enfant, une relation de soutien est aussi importante qu'une bonne nutrition et l'absence de l'une ou de l'autre peut avoir un effet négatif sur le développement. Et je sens toujours que je dois le souligner parce que je pense que la plupart d'entre nous comprenons en fait ce que cela veut dire que d'avoir faim. Et donc, un enfant ait faim, c'est quelque chose qui nous dérange. Nous ne sentons pas de confort quand nous y pensons. Mais ce que les gens ne comprennent pas forcément aussi, c'est que de ne pas avoir un attachement sécurisant est tout aussi dévastateur. C'est effrayant pour un bébé, pour un nourrisson, pour un bambin de ne pas en avoir et ça fait aussi mal à leur développement que de ne pas avoir l'accès à une bonne alimentation de façon régulière. Nous savons aussi aujourd'hui que quand les jeunes subissent de l'adversité et n'ont pas un fournisseur de soins confiable, régulier, leur santé physique et mentale, leur bien-être, probablement peut être déraillé, peut terminer avec des résultats négatifs. Nous ne parlons pas ici, vous savez, de la semaine prochaine ou de l'année prochaine. Non, nous parlons vers leurs années adultes. Parce que tout ce qui se passe pendant ces premières années, c'est là, c'est fini, ça reste. Et ça peut influencer, avoir un impact sur la santé mentale et physique le long de la durée de vie. Nous savons que la maltraitance fait du mal à n'importe quel âge, mais la vulnérabilité inhérente de la
inhérente de la petite enfance a beaucoup d'impact. Et cela revient à tout ce sujet du câblage qui est en train de se passer dans le cerveau. Quand un enfant a des expériences négatives répétées, cela est en train d'influencer les millions de connexions qui sont en train d'être créées chaque seconde. Nous savons que les troubles mentaux se passent parmi les nourrissons et probablement ce que les gens ne savent pas tellement, c'est que les taux sont en fait comparables à ceux des enfants plus âgés. Vous savez que je suis encore choquée et surprise quand j'entends des gens qui, je pense, sauraient des choses sur la santé mentale précoce et ses implications quand c'est déraillé. Et il y a des gens, cependant, qui pensent que les interventions ne doivent commencer que quand l'enfant a 15 ans. Je pense que la plupart des gens ne comprennent pas que les statistiques sont comparables. Les troubles mentaux dans la petite enfance sont invisibles, en partie parce que qui veut penser que des bébés ont des expériences négatives, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose que nous voulons imaginer, nous ne voulons pas cette image. Quand nous disons même bébé ou nourrisson, nous pensons à cet enfant qui sourit, qui est innocent, qui est pur, qui est bon. Donc, nous savons cependant que, tandis que les concepts de troubles mentaux chez les nourrissons est largement invisible et pas reconnu dans les politiques qui fournissent du soutien à ces âges, c'est parce que ce n'est pas une partie de la formation. J'ai une étudiante aujourd'hui qui m'a dit qu'elle prend un cours dans un programme de 2e ou 3e cycle. C'est une maîtrise ou un doctorat? Une maîtrise, n'est-ce pas? Et c'était concernant la santé mentale à l'école. Et quand elle a parlé de la petite enfance, les enfants de 3, 4, 5 ans, on lui a dit non. Cela n'était pas une partie de la santé mentale, n'est-ce pas? Alors, il y a des systèmes, il y a des entités de formation et nous avons tous besoin de commencer à travailler et commencer à parler de cela. Alors, pourquoi est-ce que la petite enfance est tellement spéciale, n'est-ce pas? Tout d'abord, la petite enfance, qui va de 0 à 3 ans, représente une période de développement comportemental et cérébral particulièrement rapide. Nous savons que les trajectoires atypiques peuvent être détectées durant les 6 premiers mois de la vie et que cela peut prévoir un taux plus élevé de symptomatologie ultérieure. Et dans la petite enfance, il y a une continuité de symptômes qui place ces enfants à risque à long terme, surtout dans le contexte de familles qui ont des dysfonctions. Donc, nous devons commencer à prêter attention à cela. Cette idée par où ça va disparaître, ils vont croître et cela va disparaître, ce n'est pas le cas pour beaucoup de ces enfants. Nous savons aussi que les traits, les symptômes des troubles dans la petite enfance sont différents que ceux des années ultérieures. Alors, quand vous regardez un nourrisson, en fait, vous êtes en train de voir non seulement l'enfant, mais aussi l'enfant dans le contexte de la relation du fournisseur de soins primaire et cela se concentre alors à cette relation. Votre temps doit se concentrer à cela. C'est là où vous allez passer votre temps. D'un autre côté, quand nous traitons fréquemment des enfants plus âgés, nos traitements, nos interventions sont très concentrés sur l'enfant. Il pourrait y avoir une composante familiale aussi, mais la concentration principale est sur l'enfant même. Nous savons aussi que pendant la petite enfance, les facteurs de stress sur les pourvoyeurs de soins ont des conséquences particulièrement immédiates sur les systèmes de gestion du stress en développement du nourrisson et sur son développement en général. Donc, la réactivité à son stress pendant cette période précoce est essentielle.
on doit se fonder sur un fournisseur de soins réactifs qui essentiellement devient le système de régulation externe pour cet enfant, vous comprenez? Donc le bébé pleure parce qu'il est en détresse et de ce qu'il s'agit en fait, c'est écoutez-moi, je ne suis pas dans un bon espace maintenant. Je ne sais pas comment retourner à un bon espace ou à mon espace normal et j'ai besoin de toi, mon régulateur externe, ma relation d'attachement sécurisant, de m'aider à retourner là où je veux être, c'est-à-dire mon espace régulier. Alors, quand on envoie un nourrisson avec des problèmes comportementaux, on ne traite pas l'enfant, mais plutôt la relation. Et ça, c'est probablement le changement le plus important pour beaucoup de praticiens. Parce qu'on est tenté à penser, bon, je vais prendre l'enfant dans cette salle, on va faire de la thérapie de jeu, de la thérapie d'art, on va passer du temps face à face. Si vous n'incluez pas le fournisseur de soins primaires, là, vous êtes en train de rater l'occasion. C'est comme ça. Nous savons aussi que même du point de vue économique, investir dans la petite enfance a beaucoup de sens, en fait. C'est stressant quand on ne le fait pas, mais ça a beaucoup de sens quand on le fait. Beaucoup d'études ont regardé le côté des avantages économiques des investissements précoces. Ça affecte la communauté immédiate et aussi la société en général est affectée par cet investissement. OK, alors faisons un sondage rapide. Il y a des troubles mentaux qui peuvent être évités si la santé mentale précoce est mieux soutenue. Combien d'entre vous diriez que vous ne savez pas si c'est vrai? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous êtes tout à fait en désaccord avec cet énoncé? Combien diraient qu'ils sont quelque peu d'accord? Et combien diraient qu'ils sont totalement d'accord? Bon, ben bravo alors, vous êtes les convertis, n'est-ce pas? Alors oui, donc la réponse au cas où quelqu'un n'était pas sûr, c'est « je suis d'accord ». OK alors. Nous savons aussi qu'une partie des troubles desquels nous sommes en train de parler dans le contexte des enfants plus âgés sont en fait des troubles qui peuvent être prévenus. Par exemple, les troubles d'anxiété, le TDAH, l'abus des substances, les troubles des conduites, la dépression majeure, n'est-ce pas? Alors voilà des choses que nous pouvons en fait prévenir, vous savez, si nous prêtons attention très de près et nous faisons des interventions précoces et non pas ultérieures. Alors, c'est quoi la santé mentale des nourrissons? Bon, ben tout d'abord, parfois, on l'appelle le développement socio-émotionnel aussi. Il s'agit de la capacité en développement qu'a l'enfant dès la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans de développer des relations étroites et sécurisées avec des adultes et des pairs, vivre, gérer et exprimer toute une diversité d'émotions et pouvoir explorer l'environnement et apprendre tout cela dans le contexte de la famille, la communauté et la culture. Maintenant, quand nous ajoutons le mot « promotion » à cette idée de santé mentale du nourrisson, on est en train de parler de la promotion du développement et du bien-être optimaux du nourrisson de la naissance à 3 ans et de sa famille, ainsi qu'à la prévention des difficultés et l'intervention lorsqu'un nourrisson fait face à des risques ou présente des problèmes reconnus. Alors, combien d'entre vous, dans vos agences ou dans vos communautés ou au niveau personnel, avez vécu voir un nourrisson qui a une certaine inquiétude développementale et puis est renvoyé à une certaine agence et il est dans la liste d'attente? Tout le monde, n'est-ce pas? OK, voyez, ça c'est un exemple du fait que le système ne reflète pas ce que la science nous dit. Ce que la science nous dirait, c'est du moment où vous identifiez une inquiétude, il faut réagir. Parce que rappelez-vous
1 million de connexions sont créées chaque seconde. Donc, nous avons une occasion incroyable d'affecter ce qui se passe dans le cerveau du nourrisson en ce moment. Donc, quand on renvoie des familles ou des enfants à un service et ils sont sur une liste d'attente, ça, c'est une occasion ratée. Je peux même pas commencer à faire les mathématiques. 1 million de connexions chaque seconde, 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, etc., etc. C'est incroyable. Et encore pire que cela, si ce n'est pas suffisant, si vous avez jamais parlé avec des familles qui ont vécu cette expérience d'être mises dans une liste d'attente, ils se sentent tous impuissants. Et ce qu'ils sentent en fait, c'est que eux-mêmes, ils ne peuvent pas aider leur enfant parce qu'en fait, ils doivent attendre à ce qu'un expert vienne les aider et qu'il n'y a rien qu'ils peuvent faire jusqu'à ce que cet expert, en fait, arrive. Et cela est extrêmement frustrant. Et ça les rend très impuissants. C'est difficile pour les familles aussi. Alors, c'est quoi les résultats que nous voulons voir du point de vue de santé mentale positive? Quel en est l'aspect pour nous? Bon, ça inclut un attachement sécurisant qui fournit la base pour l'autorégulation. Donc, nous voulons que les nourrissons puissent s'autoréguler, ce qui, de façon collective, fournit la base de la résilience, que de pouvoir se rétablir quand les choses ne vont pas très bien. Et bien évidemment, alors, tout cela mène à un développement cérébral optimal, n'est-ce pas? Nous savons que notre zone de confort, du point de vue de comment, quand nous regardons les enfants, cela se base surtout sur les bulles vertes, c'est-à-dire la motricité globale et la motricité fine. Je sais que si je demande aux gens qui sont ici avec moi à CKids et aux gens en ligne, combien d'entre vous peuvent décrire les étapes ou les phases par lesquelles passe un enfant à partir de la naissance jusqu'à ce qu'ils peuvent marcher? Combien d'entre vous pensez que vous pourriez parler des différents jalons par lesquels les enfants passent? La plupart d'entre vous, bon, d'abord, ils s'asseyent, et après, ils bougent un tout petit peu, et après, ils essaient de se lever, après, ils marchent un peu en se tenant des meubles, et après, ils font le premier pas, sans soutien, n'est-ce pas? Bon, nous ne sommes pas mauvais à dire cela, n'est-ce pas? Mais là où on arrive à la langue et la communication, est-ce que nous sommes aussi bons? Je suis pas sûre d'où viennent les gens en salle du point de vue de leur agence ou leur rôle, mais ça m'intéresse, les gens qui travaillent directement avec les jeunes enfants. À quel âge vous capturez des inquiétudes concernant le langage et la communication? À quel âge? Poussez votre bouton, s'il vous plaît. Cela peut être identifié très tôt. Oui, mais quand est-ce que les gens l'identifient? Combien d'entre vous l'identifiez dans la petite enfance? Combien de vous l'identifiez quand l'enfant a 2 ou 3 ans? Oui, vous êtes correct. En fait, on peut le voir très tôt dans la petite enfance parce qu'il y a tellement de pas qui ont lieu. Même un bébé, quand il fait un contact visuel, on s'attend à voir cela dans la petite enfance. Faire des signaux, aller-retour, on s'attend à cela assez tôt dans la petite enfance. Et quand on ne le voit pas, nous devons reconnaître qu'il y a besoin d'avoir davantage de soutien. Cela ne veut pas dire qu'il faut les renvoyer à des services massifs, mais cela veut dire qu'il faut augmenter l'interaction entre le fournisseur de services et le bébé pour augmenter le langage. Et si cela ne fonctionne pas, oui, il faut commencer à les renvoyer aux services adéquats. À mesure que nous tournons et faisons tout le cercle, nous commençons à avoir moins et moins de conscience par rapport à comment vont les enfants du point de vue du développement cognitif, l'autodéveloppement, le côté affectif et le côté social. Ces domaines sont ceux dans lesquels nous ne sommes pas en train de reconnaître et de comprendre ce qu'est le développement normal et ce que pourrait être un développement inquiétant et ce qu'il faut regarder de près. Excusez-moi. Alors,
Quand nous essayons de définir les domaines comportementaux dans lesquels nous voulons faire des observations, apprendre et comprendre des choses quand on regarde un petit enfant, voilà les 7 domaines comportementaux que nous voulons considérer. L'autorégulation, la conformité, la communication, l'adaptation, l'autonomie, l'affectivité et l'interaction avec les gens. Et quand vous commencez à diviser les choses comme ça, moi j'arrive toujours à cette page et je me dis, savez quoi? Beaucoup de ces choses sont vraiment difficiles. Moi, je connais beaucoup d'adultes qui ont des difficultés, par exemple avec l'autorégulation, moi. N'est-ce pas? Ou même côté communication. Combien d'entre vous avez travaillé avec quelqu'un qui en fait a des difficultés vraiment à exprimer ce dont ils ont besoin pour que je puisse savoir ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Donc, ces domaines comportementaux sont tous des domaines dans lesquels les enfants, surtout les jeunes enfants, ont besoin de beaucoup de soutien pour s'y développer. Fréquemment, je trouve que quand moi je dis aux gens, vous savez, vous devriez vraiment observer ce petit. Ce qui tend à se passer, c'est que les gens, par défaut, s'en vont à cet espace de confort. Est-ce que l'enfant est en train de marcher, de parler, de s'alimenter? Donc plutôt les traits physiques du développement, c'est ce à quoi ils tendent à se concentrer. Si cela a lieu, alors ils concluent, bon, ce petit, ça va chez lui. Moi, je vous encouragerais à utiliser ce graphique. Ceci a été développé par Mary Rella qui va faire en fait la prochaine présentation de cette série. Elle aura une différente itération de ce graphique. Ceci m'a toujours aidé à me rappeler de ce que je dois observer au-delà des choses évidentes. Donc, qu'est-ce qui décrit le comportement de provision de soins que cet enfant subit? Est-ce qu'ils sont sensibles? Est-ce qu'ils réagissent? Est-ce que le fournisseur de soins est disponible et répare les choses quand les choses ne vont pas bien? Ou bien est-ce que la provision de soins est difficile, punitive, le fournisseur de soins est largement inaccessible ou effrayant et peut-être même effrayé? Et quel est l'aspect de cette relation d'attachement? Est-elle sécurisante, non sécurisante, désorganisée? Et qu'est-ce que cet enfant est en train de faire physiquement par rapport au fournisseur de soins? Est-ce que l'enfant veut de la proximité ou veut de l'autonomie? Est-ce que l'enfant est en train de développer des plans partagés avec le fournisseur de soins? Et qu'est-ce qui est en train de se passer dans le système de réponse au stress? Quand cet enfant entre en détresse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le fournisseur de soins rentre dans la situation et co-régule le bébé pour le ramener au normal? Ou bien est-ce que le fournisseur de soins arrive et dérégule la situation avec l'enfant et maintenant les deux sont dérégulés? Je vais partager une petite anecdote personnelle qui s'est passée juste avant d'arriver. J'ai un enfant à l'université au Nouveau-Brunswick, à Mount Allison. Et aujourd'hui, son ordi a cessé de fonctionner. Et ses amygdales vont très vite, je peux vous l'assurer. Elle est complètement stressée. Et à mesure que je parle avec elle, parce qu'elle a même des problèmes pour utiliser le système téléphonique pour qu'il regarde son ordi, je me rends compte que je deviens frustrée moi-même parce que je l'appelle, je lui dis, je sais que tu peux le faire et je dois me rappeler que je dois rester calme pour elle. Parce que moi, je viens de contrarier, ça ne va pas l'aider, elle, à résoudre le problème. Donc, mon objectif en ce moment-là est de rester calme et de continuer à essayer de lui rappeler quelles sont les étapes par lesquelles elle doit passer pour résoudre ce problème. Espérons que dans 2 heures, elle se sera calmée. Je suis très contente, j'ai dû venir faire cette présentation pendant ce temps-là. En tout cas, même à cet âge-là de 19 ans, on voit ce processus et quand j'y pense,
ce que je conclus de cette expérience d'aujourd'hui, c'est qu'il faut que je me rappelle du fait que c'est extrêmement difficile. Vous savez que c'est facile de dire à un parent de rester calme quand l'enfant a piqué une crise ou est très emballé. C'est beaucoup plus difficile de le faire quand le moment arrive, et quand j'ai des moments comme cela avec mes propres enfants, cela me rappelle beaucoup de choses. Parce que je pense que c'est même plus difficile avec les nourrissons, parce que les nourrissons ne parlent pas, ils ne peuvent pas vous dire. Et finalement, il faut regarder le développement socio-affectif, leur développement inter- et intrapersonnel, leur cognition, leurs comportements sociaux, leur communication et l'efficacité personnelle, leur amour-propre, le sens de soi, l'idée de dire « je suis un enfant que l'on peut aimer ou pas ». N'est-ce pas? Alors, je vous encouragerais vraiment d'utiliser ce graphique comme quelque chose qui peut vous rappeler, quand vous faites ces observations, des genres de choses auxquelles nous voulons vraiment penser quand nous regardons la situation de la santé mentale précoce. L'autre défi dans ce domaine en particulier, c'est que c'est interdisciplinaire, ce qui peut être un défi. On ne peut pas tout simplement appeler l'expert en santé mentale du nourrisson, parce qu'on n'a pas cette définition dans ce pays. Vous pouvez partir aujourd'hui et dire que vous êtes maintenant un expert en santé mentale du nourrisson, et rien ne va vous arrêter de le faire. Mais ce que cela veut dire, c'est qu'en fait, nous devons utiliser l'expertise de beaucoup de nos collègues et de beaucoup de disciplines autour de ce cercle. Vous savez que j'ai toujours eu les meilleurs résultats en regardant un enfant, surtout des enfants avec des historiques et des situations et des comportements très complexes, quand j'ai la plus grande quantité de gens autour de ce cercle, et même d'autres, à comprendre, à partager ce qui est en train de se passer. Si vous essayez de comprendre et de résoudre ce qui est en train de se passer avec un enfant, vous, tout seul, je pense que vous trouverez que c'est très difficile. Vous devez avoir ces réseaux que vous pouvez atteindre et les apporter à la table pour vous aider à obtenir une perspective et une façon de comprendre ce qui est en train de se passer peut-être avec un enfant en particulier. Nous avons donc parlé un peu des temps d'attente, et nous trouvons que parfois quand ils arrivent au haut de la liste d'attente avant d'une évaluation, après ils doivent passer à une autre liste d'attente quand on a déjà fait l'évaluation pour attendre le service. Et en fait, ces listes d'attente, en fait, déraillent encore plus le développement, parce que tout le monde reste à penser, bon, faut attendre le service, je peux rien faire jusqu'à ce que le service va commencer. Donc, je pense que cela, nous l'avons couvert déjà. OK, alors. Donc, pour nous, l'occasion commence tôt. Vous connaissez ce que les experts décrivent du point de vue de la santé mentale de la jeunesse. Au Canada, on estime que 1,2 million d'enfants et de jeunes sont affectés par une maladie mentale, alors que moins de 20% d'entre eux bénéficieront d'un traitement approprié. C'est une statistique très mauvaise. Mais si nous voulons changer l'histoire, la narrative de notre jeunesse, je pense qu'une façon, je ne dis pas que c'est la seule façon, mais une des façons est d'adopter la science qui existe autour de la santé mentale précoce et de reconnaître que si nous pouvons soutenir des enfants de façon précoce, cela va augmenter les possibilités d'avoir de bons résultats quand ils seront des jeunes. Donc nous voulons augmenter les possibilités qu'à chaque enfant d'avoir de bons résultats quand ils seront arrivés à l'adolescence. Et cela commence vraiment tôt dans la vie. Il faut prêter davantage d'attention et augmenter notre réaction à ces enfants qui sont en train de nous montrer qu'ils sont peut-être vulnérables à avoir de mauvais résultats. Donc, le défi est complexe dans la santé mentale des nourrissons. Et
cela va contre les images que nous avons des bébés. Ça exige une expertise qui, au Canada, est en fait assez rare du point de vue de gens qui ont eu de la formation formelle en ce qui concerne la santé mentale du nourrisson et de la petite enfance. Et elle est en concurrence aussi avec les besoins de santé mentale d'autres populations telles que les jeunes qui peuvent beaucoup mieux s'exprimer. Et beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas beaucoup à savoir sur les bébés. C'est si simple, il faut les nourrir, il faut les habiller et ça va aller, n'est-ce pas? Alors, quels sont les faits alors? De 0 à 5, période de développement rapide. 1 million de connexions chaque seconde pendant les premières années de la vie. Les connexions neuronales des premières années donnent une fondation pour les connexions qui se développent plus tard, n'est-ce pas? Donc, si cette fondation n'est pas forte, cela aura un impact sur toutes les connexions qui vont se passer plus tard. Et le plan de création de ces connexions dépend largement de l'environnement, des soins apportés à l'enfant. Et c'est là le premier point que je dirais inclut le côté prénatal aussi. Nous savons donc que même in utero, quand ce bébé est exposé à de la violence familiale, aux toxines, à des niveaux élevés de stress maternel, toutes ces choses-là ont un impact très direct sur le développement de ce bébé et finalement sur les résultats qu'aura ce bébé et les risques auxquels fera face ce bébé. Quand les jeunes enfants subissent l'adversité, en absence de ce fournisseur de soins protecteur, alors le développement pourrait se voir déraillé. Nous savons que la maltraitance est nocive à tous les âges, mais bien évidemment encore plus lors de la petite enfance. Et les relations, nous le savons, stimulent le développement. Oui. Alors j'ai une question rapide de quelqu'un en ligne. Ou savoir ce que vous pensez. Comment comprendre si on peut prévenir le TDAH chez un enfant. Et je veux dire que ce n'est pas quelque chose que l'on peut prévenir pour tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que nous pouvons travailler à réduire l'impact des choses si nous commençons vraiment à observer de façon précoce des comportements ou des indicateurs que l'enfant nous donne et réagissons de façon adéquate. Alors, par exemple, vous savez, un enfant qui, disons, même à l'âge d'1 an, est incapable de prêter attention, de rester avec une activité pendant une période courte de temps, rester engagé. Ça, c'est des choses qui indiquent que nous devons soutenir cet enfant dans ce domaine du développement davantage. Donc, il s'agit de reconnaître les comportements qui pourraient être atypiques, non pas développementaux, mais atypiques étant donné l'étape développementale dans laquelle se trouve l'enfant, pouvoir les reconnaître et pouvoir réagir à eux. Et c'est ça ce qui réduit l'incidence de quelques-uns de ces troubles. OK? Alors, le fait numéro 1, les expériences de la mère avant la grossesse influencent le bébé. Donc, cela est même avant la conception. C'est-à-dire, s'il y a une jeune femme, une femme qui est en train de subir un stress important avant de concevoir le bébé, il y a un risque par où il est plus possible qu'elle donne naissance à un bébé à poids bas. Et cela augmente le risque d'avoir d'autres situations ou conditions ayant à voir avec la santé, n'est-ce pas? Donc, ces femmes ont 38% plus de chances d'avoir un enfant de très faible poids à la naissance en comparaison des femmes qui n'ont pas fait l'expérience du stress. Et l'accumulation de tels événements a été associée à un taux supérieur de très faible poids à la naissance du bébé. Ça se passe dans beaucoup d'études et je peux vous donner les citations si vous en avez besoin, celles qui travaillent et ceux qui travaillent avec les femmes avant la conception. Fait numéro 2, la situation physique et mentale de la mère influence le bébé. Donc, la santé mentale et physique de la mère peut affecter le bébé le long de sa vie, n'est-ce pas? Nous savons
que si une maman a un diagnostic clinique de dépression pendant sa grossesse, elle est à un risque beaucoup plus élevé d'avoir un bébé à poids très bas, mais ce bébé aussi sera plus vulnérable au stress pendant sa vie. Donc, les risques, les possibilités que cela ait lieu augmentent de façon importante. Fait numéro 3, les nourrissons ont une santé mentale quand ils sont nés. Ils montrent des émotions, ils réagissent au confort, ils réagissent différemment à de différentes personnes ou à de différentes voix qu'ils connaissent bien. Et toutes ces choses sont des indicateurs qu'en fait, ils arrivent au monde avec des sentiments, des émotions, sachant des choses qui les réconfortent, des choses qui ne les réconfortent pas. Et toutes ces choses-là sont une partie de la santé mentale. Fait numéro 4, l'attachement sécurisant est un élément essentiel du bien-être. Donc, la relation la plus précoce et la plus importante de l'ensemble de la vie est la relation d'attachement sécurisant, qui est la fondation de la régulation et de la résilience. Et quand elle est absente, cela a un effet négatif sur cet enfant. Alors, c'est quoi l'attachement alors? C'est cette relation la plus précoce dans la vie de l'enfant et ça devient évident pendant les mois 7 et 9 quand il cherche la proximité et quand il y a de l'anxiété en présence de personnes inconnues. Vous pouvez y penser comme étant un thermostat. Donc, il y a la détresse de l'enfant et ceci déclenche un comportement de recherche de proximité et l'attention et la sensibilité du pourvoyeur de soins apportent des sensations de confort et de sécurité. Et l'enfant se tranquillise et on a la base de sécurité pour l'exploration. Maintenant, parfois, les gens utilisent les mots attachement et lien comme s'ils étaient la même chose. Mais je ne peux suffisamment vous dire en quelle mesure ils sont différents. Ils sont connectés, mais ils sont différents. La chose la plus facile à se rappeler est que l'attachement, typiquement, est initié par l'enfant. N'est-ce pas? L'enfant a une espèce de détresse et donne un signal au fournisseur de soins. J'ai besoin que tu viennes, que tu m'aides à revenir à ma ligne de base. Un lien affectif est fréquemment initié par le fournisseur de soins, n'est-ce pas? Le fournisseur de soins veut être prêt, veut câliner l'enfent. Et quand les gens parlent de chanter à ce bébé ou lui faire des massages, c'est le genre d'activité qui contribue à ce lien. Alors, les deux sont importants, mais le rôle de l'attachement sécurisant est très différent du rôle du lien. Et nous savons que l'attachement sécurisant est essentiel pour le développement de choses comme les capacités de régulation et la résilience. Est-ce que vous avez des questions? Donna, est-ce qu'il y a des questions? Non? OK. Alors, l'attachement est aussi le gabarit pour toutes les relations futures et les convictions fondamentales. Et cet attachement sécurisant va aider l'enfant à développer un modèle de travail par rapport à l'aspect que devraient avoir les relations dans son monde. Et cela invite à de bonnes relations, de bonne qualité si on a un parentage sensible. Numéro 5, les nourrissons peuvent développer un attachement à qui que ce soit bon ou mauvais. Ils vont avoir un attachement à la personne si c'est une bonne ou une mauvaise relation. Comment faire la distinction alors quand c'est un attachement sécurisant et quand ce ne l'est pas? Je pense toujours à un cas duquel j'ai entendu quand j'étais dans l'une de nos autres provinces. C'est un jeune enfant d'à peu près 9 ans qui avait tué son père avec un couteau. Il l'avait poignardé et il l'avait fait en essayant de protéger sa mère. Le père avait été un homme violent, même avant sa naissance, et donc le père était décédé, il l'avait tué et les gens lui ont demandé « Comment te sens-tu par rapport à ton père ?» Que pensez-vous qu'il a dit? Comment te sens-tu par rapport à ton père? Que pensez-vous qu'il a dit? Que pensez-vous qu'il a dit? Qu'il lui manque? Il a dit qu'il l'aime. Donc même avec toute la violence et toute la douleur, il y avait encore une relation d'attachement, n'est-ce pas?
Ce n'était pas une relation d'attachement saine ou sécurisante, certainement, mais il y avait une relation d'attachement. Donc, une partie de ce que vous voulez pouvoir voir quand vous essayez d'apprendre sur la relation entre un petit et son fournisseur de soins primaires est ce qui se passe quand il y a de la détresse. Il ne s'agit pas de les regarder quand tout va bien. Il s'agit en fait de les regarder quand tout ne va pas bien. Donc, quand le bébé est en détresse, est en train de pleurer, qu'est-ce qui se passe? Que fait le bébé? Que fait le fournisseur de soins? Quel est l'aspect de cette interaction? C'est ça ce que vous voulez pouvoir observer. Fait numéro 6. Le développement de la régulation, en fait, nécessite de relations, n'est-ce pas? Alors, les bébés commencent à développer la régulation du moment qu'ils sont nés. Ils doivent réguler des choses comme la température du corps, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Une fois qu'ils arrivent au monde, ça, c'est des choses de base, des fonctions primaires, mais ils doivent le faire. Leur comportement de régulation précoce n'est pas un prédicteur de leur capacité de se réguler plus tard. Donc, il faut faire attention avec ce genre d'hypothèse. Leurs systèmes physiques ne sont pas encore bien régulés. Dans la petite enfance, ça va prendre du temps. Et ce qui est encore plus important, ça va exiger la maturité du cortex préfrontal qui est derrière votre front, qui est la partie pensante de votre cerveau. Et afin de pouvoir réguler, il faut que vous puissiez penser. Il faut que vous puissiez faire un peu de résolution de problèmes, n'est-ce pas? Donc, cela va être difficile pour un nourrisson. Et je veux souligner le dernier point. Lorsque l'enfant est en dérégulation, je pense à ma fille et son ordi, c'est ce qui était en train de se passer. Son cortex préfrontal était fermé, elle ne pouvait pas penser. Elle fait une maîtrise en chimie, mais elle ne pouvait pas fonctionner et faire quelque chose avec Best Buy. Son cortex préfrontal était fermé parce qu'elle était tellement surpassée par le stress. C'est une fille de 19 ans qui peut marcher et parler. Imaginez-vous un bébé qui est en détresse et qui n'a pas ce confort, ce fournisseur de soins réactif qui arrive pour l'aider à gérer ce stress. C'est surpassant, c'est certain. Fait numéro 7. Les expériences précoces influencent la vie. Donc, les expériences précoces, y compris les expériences affectives, seront imprimées dans l'architecture de leur cerveau et c'est les bonnes et les mauvaises expériences qui vont être comme ça. Je pense que c'est incroyable que Disney ait fait ce film. Ceux qui ne le savent pas, ça s'appelle Sens dessus dessous. Ça a déjà quelques années et ça m'épate parce que fréquemment, je sens qu'au Canada, nous essayons encore de comprendre le développement cérébral précoce, la santé mentale précoce. Disney l'a compris et si bien qu'il en a fait un film. Et je pense que c'est remarquable et je pense que d'une certaine façon, nous devons faire que les gens comprennent que quelques-unes des choses, des défis que nous voyons chez nos jeunes sont les résultats directs de quelques-unes de leurs expériences précoces ou l'absence de quelqu'un qui puisse observer et reconnaître qu'il y a quelque chose qui a besoin davantage de soutien, de soins, d'attention. OK. Alors, un petit sondage rapide. La résilience, elle est... Si vous pensez que c'est la réponse correcte, levez la main. C'est une capacité acquise à la naissance de l'enfant. Combien de gens pensent que les enfants arrivent au monde avec résilience? Combien pensent que c'est une capacité interne qui ne peut pas être modifiée, que c'est fixe? C'est comme ça que nous parlions du quotient d'intelligence, n'est-ce pas? C se développe avec le temps, la résilience. Il y en a encore d'autres et la résilience est déterminée par le tempérament d'un enfant, les enfants faciles étant les plus résilients. Donc, la réponse correcte est le C. Ça se développe avec le temps. Et le tempérament, oui, sera un facteur dans la résilience, pas question. Mais
ça ne garantit pas que chaque enfant facile sera résilient. Et c'est vraiment une capacité qui se développe, je pense, le long de la durée de vie, parce que nous nous trouvons toujours face à de différentes situations. Donc, chaque enfant est né avec la capacité d'être résilient, mais ils ne sont pas nés résilients. La résilience se développe avec le temps et les nourrissons, quand ils ont des expériences d'adversité, il peut leur être difficile de se récupérer sans un attachement sécurisant. Et donc, la réaction à la détresse est ce qui aide à développer la résilience chez cet enfant. Fait numéro 9. La vie préscolaire est très importante. Je trouve encore, vous savez, des parents surtout qui trouvent que le travail réel commence quand les enfants commencent l'école. Et aujourd'hui, nous savons que quand les enfants commencent l'école, leur trajectoire développementale est déjà établie. C'est déjà quelque chose qui a été démarré et c'est très difficile de le changer. Alors, si vous pouvez vous imaginer un enfant qui commence l'école déjà en retard par rapport à ses pairs, les ressources nécessaires pour aider cet enfant à se rattraper sont fréquemment plus que ce que le système a à offrir. Donc, cela peut être très difficile, n'est-ce pas? Donc, nous devons vraiment travailler plus dur à nous assurer d'équiper les enfants et de les soutenir pour qu'ils se développent et ils soient prêts à commencer l'école. Beaucoup de parents, vous savez, disent « Oh, je dois commencer à faire les flashcards avec l'enfant. » Mais c'est pas de cela que nous parlons quand nous parlons d'un enfant prêt pour l'école. Non, nous parlons d'enfants qui puissent suivre des instructions, qui puissent écouter, qui puissent être avec d'autres enfants, qui puissent s'exprimer, qui puissent comprendre les émotions que d'autres montrent. Vous savez, c'est ces domaines comportementaux que je vous ai montré au début. C'est à cela que nous pensons quand nous pensons à un enfant prêt pour l'école. Et voilà les choses vraiment par lesquelles les enseignants se voient défiés dans la petite enfance, en maternelle, les expériences donc que les enfants ont avant de commencer l'école vont influencer leur succès une fois qu'ils sont déjà à l'école en fait. Alors, combien d'entre vous connaissez l'IMDPE, l'instrument de mesure du développement de la petite enfance? On l'appelle généralement le EDI, en français IMDPE. Quand vous voulez, partez en ligne et regardez-le. C'est remarquable comme base de données. Beaucoup d'informations et vous pouvez vous concentrer à une communauté en particulier. Je pense que chaque province à travers le pays est maintenant en train d'utiliser l'IMDPE et cela parle des enfants qui entrent à la maternelle. Et ce que nous voyons, c'est que quand nous comparons les données de 2004 aux données de 2015, la vulnérabilité a en fait augmenté dans la santé physique et le bien-être et les compétences sociales et la maturité affective. Donc, le risque a augmenté. On a de meilleurs résultats dans les domaines du langage et de la cognition, les communications et les connaissances générales. Alors, je pense que nous devons passer du temps à penser à ce que nous apprenons de l'IMDPE et comment nous allons réagir à cela, parce qu'il est clair que nous avons besoin de donner davantage de soutien. Pourrait-ce être qu'en 2004, le langage, la cognition et les communications, en fait, étaient plus élevés du point de vue de la vulnérabilité? Peut-être on a concentré des ressources là et on a fait du mal à d'autres domaines. Donc, il y a des conversations importantes que nous devons avoir par rapport à notre façon d'interpréter l'information et comment nous y pensons du point de vue de notre pratique et ce que nous faisons avec les enfants avec lesquels nous travaillons. Fait numéro 10, nous pouvons détecter les risques très tôt. Nous ne devons pas attendre à ce que les enfants soient vraiment dans un espace difficile. Et vous savez, quand ils rentrent, par exemple, aux établissements scolaires ou aux établissements de soins de garde, avec beaucoup de comportements inquiétants, ou ne répondent pas aux jalons développementaux que nous nous attendrions, n'est-ce pas? Donc, fréquemment, ces enjeux ne sont pas reconnus et
ils ne sont pas reconnus, personne n'a réagi à cela, et après nous attendons à ce que n'importe quel système dans lequel nous livrons l'enfant, que le système réagisse. C'est difficile. Donc nous avons les outils, nous pouvons le faire tôt, et je pense que c'est l'une des choses que nous pensons doivent se passer, surtout pour les enfants qui sont vulnérables. Prêter attention peut changer la vie d'un enfant. Nous avons vu cela se passer dans tellement de fois là où nous travaillons dans de différentes agences où ils commencent à faire, par exemple, des dépistages développementaux. Ils capturent des enfants qui n'avaient jamais été compris par n'importe qui d'autre. Ils ne font pas de travail diagnostique du tout. Ils sont tout simplement en train de reconnaître le risque et sont en train de réagir à cela. Peut-être ils vont renvoyer à une liste d'attente, mais ils commencent déjà à faire du travail tandis que les enfants se trouvent sur ces listes. Et nous voyons une différence. On voit de meilleurs résultats déjà. Quand on ne réagit pas, c'est là où nous augmentons le risque à avoir des problèmes de santé mentale plus tard. Je vais vous montrer cette vidéo rapidement, tout simplement pour vous donner un coup d'œil sur l'aspect que peut avoir un bébé déprimé si vous ne l'avez jamais vu. Ça, c'est très ancien. C'est du travail qui a été fait dans les orphelinats en Europe de l'Est pendant le régime de Ceausescu. Il y avait des femmes qui essayaient d'être enceintes ou n'arrivaient pas. Beaucoup de bébés ont été abandonnés dans les orphelinats. Et parfois, le meilleur fournisseur de soins est celui qui nettoyait à la fin de la journée. Ce n'était pas inusuel de voir 2 ou 3 enfants dans un même lit. Il n'y avait pas de routine, pas de stimulation, et vous pouvez le voir, ce regard vide dans les yeux du bébé. Et quand j'ai vu ceci la première fois il y a des années, je me suis dit, « Oh mon Dieu, Dieu merci, nous ne voyons pas des enfants de ce genre chez nous. » Et quand j'ai commencé à faire davantage de travail dans ce domaine, j'ai vu que nous avons des enfants de ce genre ici aussi. C'est des enfants qui ont subi une négligence profonde, pas de provision de soins. Donc, nous ne devons pas partir très loin, malheureusement, pour rencontrer ce genre d'enfants. OK. Sondage. Comment décririez-vous la compréhension de l'importance de la santé mentale des nourrissons et des petits-enfants par les professionnels de votre agence? Je veux vous rappeler que les réponses sont anonymes et personne, même pas mon personnel, peut associer les réponses à des participants particuliers. Donc, ne soyez pas timide. Combien d'entre vous diriez que c'est inexistant, qu'il n'y a aucune compréhension? Bien. Combien diraient qu'il y a un peu de compréhension? Un peu? OK. Le C veut dire compréhension modérée, davantage. Et très bonne compréhension aussi. OK, très bien alors. Le fait numéro 12, en général, l'importance de la santé mentale précoce n'est pas comprise. Donc, beaucoup de nourrissons et de petits-enfants subissent de la négligence ou de la maltraitance et n'obtiennent pas l'aide dont ils ont besoin. Et l'une des choses qui nous emballe beaucoup par rapport à cette série en particulier, c'est que pour l'Ontario, nous avons les enfants, santé mentale de l'Ontario. On a donné accès à cette série, le centre d'excellence concernant la santé mentale des enfants et l'association de protection aux enfants a obtenu l'accès aussi pour tous leurs membres. La province du Manitoba, toute la province a obtenu l'accès si vous êtes dans le domaine de l'éducation, des services sociaux, santé publique, n'importe, au Manitoba, ils ont tous accès de façon similaire à d'autres régions. En Alberta, nous avons plusieurs formateurs auxquels on a donné accès. Donc, nous sommes très emballés parce que des gens de différentes disciplines, de différentes régions sont en train d'entendre la même information. Et cela va nous aider
arriver à une façon commune de comprendre l'importance qu'a la santé mentale des nourrissons et de la petite enfance. Nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer des risques de santé mentale tôt dans la vie. On pense parfois que les petits enfants pourraient surmonter les problèmes de santé mentale, mais nous savons des études longitudinales que ce n'est pas comme ça, que les choses ne disparaissent pas tout comme ça, et qu'en fait, les impacts à long terme de la santé mentale et leurs problèmes parmi les nourrissons et les bambins créent quelque chose qui est d'importance très, très grande pour les gouvernements et les communautés. Maintenant, de réagir tôt est très importante. L'intervention précoce est la bonne chose à faire lorsque nous détectons et intervenons tôt pour traiter les préoccupations de santé mentale avec les soutiens et les services appropriés. Il est plus facile et plus probable que nous pourrons influencer positivement le développement. Maintenant, les problèmes peuvent être détectés avant l'âge scolaire. Une des choses qui me préoccupe le plus, c'est les enfants qui potentiellement pourraient obtenir le diagnostic de syndrome de l'alcoolisme fœtal, parce que fréquemment dans les communautés, même quand il y a une exposition confirmée, pas beaucoup de choses se passent. Vous savez, il y a quelques exemples dans le pays où les gens sont en train de prendre une approche très progressive. Ici à Toronto, nous avons Breaking the Cycle, qui est un programme épatant et qui est pour des mamans avec des problèmes de toxicomanie, pour qu'elles puissent développer une relation avec leur enfant. Mais ça, c'est une population où nous ne rentrons pas de façon précoce et après ils arrivent, les enfants, à l'école avec des comportements défiants et le système se sent surpassé par cela et n'est pas capable de soutenir l'enfant de façon adéquate. Donc cela peut être défiant d'un bout à l'autre. Le fait numéro 15. Les expériences précoces d'adversité sont importantes et vous entendrez davantage sur la diversité dans la série. Jean Clinton va faire une session et aussi le Dr. Gunner. Et beaucoup de ceci vient du travail qui a été fait par le Dr. MD et Pilati. Et vous pourriez trouver davantage d'informations dans le site web du Center for Disease Control des États-Unis. Nous savons d'abord que l'adversité ne développe pas la forme. En fait, la force. En fait, ça crée des problèmes. L'adversité précoce peut avoir des effets dommageables sur les résultats à court et à long terme. Et lorsque nous ne comprenons pas le contexte d'une vie d'un enfant, y compris des antécédents relationnels et des expériences vécues, notre capacité de répondre à des besoins de façon signifiante est sérieusement compromise. Et je rencontre parfois des gens qui disent, par exemple, « Oh, il va pas s'en rappeler, ça va. » Ou « Vous savez, ça va les rendre plus forts, plus durs. » Et ce que cette recherche nous a aidé à comprendre et à parler, c'est que ce n'est pas comme ça. L'adversité ne développe pas de résilience. Ça, c'est quelque chose qu'il faut analyser de près. Est-ce que vous avez des questions à poser en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une question? Poussez votre bouton, tout simplement. Je pense que quelque chose qui a surgi pour moi dans cette conversation, c'est que j'ai des problèmes par rapport à l'idée par où les parents viennent et ils réparent tous les problèmes de l'enfant d'une certaine façon. Et je me demande quelle est votre opinion en ce qui concerne quelque chose comme la formation de sommeil. Vous savez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je suis confondue parce que je pense qu'il y a des familles qui n'ont pas de violence en soi, ou quelques-uns des exemples dramatiques d'adversité qu'on peut mentionner, qui pourraient être plus communs. Par exemple, oui, des choses quotidiennes, oui, absolument. Alors, je suis un peu confus, je ne sais pas si vous pouvez en parler. Bon, on ne va pas tout simplement en parler, on va avoir toute une journée concernant le sommeil parce que moi, je suis complètement épatée par
ce que je vais appeler cette industrie de formateurs de sommeil. Il y a des gens qui vont dire qu'en partie, il s'agit de parents qui ne comprennent pas à quoi s'attendre concernant le sommeil. Il y a des parents qui sont éreintés aussi. Vous savez, pour vous être honnête, moi, j'ai été un parent, j'ai eu beaucoup de nuits sans sommeil et je sais que c'est quelque chose d'épuisant. C'est épuisant. Dans ce moment de désespoir, on pense, bon, il faut que quelqu'un vienne m'aider. Donc, nous sommes tout aussi confondus que vous aujourd'hui. Donc, en fait, nous avons organisé un groupe d'experts qui va venir le mois prochain pour toute une journée et va parler du sommeil et de ce que sont les modèles de sommeil normaux, typiques que nous devons partager avec les familles. Quelles sont les stratégies pour promouvoir une routine saine de sommeil et comment réagir à un sommeil défiant. Une personne de mon personnel a commencé à analyser ceci. Elle est quelqu'un qui aime aller à profondeur. Elle aime toujours regarder les choses à profondeur. Et elle m'a appelé plus tard et elle m'a dit, tu sais, ceci recule beaucoup. J'ai regardé des études anthropologiques et les bébés ont des cycles de sommeil courts. Ils ont des cycles de sommeil courts depuis que l'être humain existe. Donc, vous savez qu'il y a des choses que je pense seraient des nouvelles pour quelques-unes des familles. Ah, c'est typique. Ces cycles de sommeil courts sont typiques. Autre chose, selon moi, et là, vous savez, c'est mon propre biais personnel. Moi, je ne peux pas m'imaginer passer 10 ou 12 heures sans manger. Je ne peux pas me l'imaginer. Alors, quand un parent arrive et me dit « Comment ça se fait que mon bébé ne dort pas 10 heures par nuit ?» Je me dis ben, « Moi, je ne suis pas sûre que ton bébé de 6 mois devrait dormir 10 heures par nuit. » Ce petit cerveau a besoin d'alimentation pour pouvoir croître, n'est-ce pas? Le cerveau consomme la plus grande quantité de calories. Donc, il faut alimenter la bête, surtout pour les petits bébés. J'ai un pédiatre qui m'a appelé. En fait, elle va venir à la journée où on va parler du sommeil. Son bébé avait 4 mois et elle m'appelait dire qu'elle allait recruter un formateur de sommeil. C'est là où j'ai démarré. Je lui ai dit, ben, vous parlez de quoi alors? Elle a dit, oui, mon bébé de 4 mois ne dort pas. Je lui ai dit, ben, bien évidemment pas, c'est trop tôt. Et cette petite personne avait eu quelques enjeux importants de santé aussi. Donc, le fait qu'il ne dormait pas 7 ou 8 heures d'une fois, ce n'était pas surprenant. Mais elle était avec toutes ces autres mamans qui parlaient de comment leur bébé dorment. Donc, je pense que nous devons apprendre davantage et quand je dis nous, je veux dire mon programme aussi. Nous allons nous réunir pour une journée d'études en février. Espérons qu'à partir de là, nous puissions mettre sur notre site web des messages clés que vous pourrez partager avec des familles. Vous savez, parce que le sommeil, c'est quelque chose de grand, hein? Le sommeil et l'alimentation, ça, c'est les deux grands trucs pour les familles où je pense qu'ils ont vraiment beaucoup de problèmes. Quelqu'un d'autre, oui? Un couple de commentaires et de questions en ligne. Le sujet du sommeil, encore une fois. Comment faire pour que la communauté puisse soutenir les familles? Oui, je vais le répéter. Pour quelques familles, il n'y a pas de soutien. Ah, voilà. Et un autre couple de questions. Une question. Comment définir l'adversité précoce? Je pense qu'on va y arriver bientôt. Et deuxième chose, où trouvons-nous l'équilibre entre être réactif et être surréactif chez les parents? Oui, et nous y arriverons aussi. Donc, la première chose, l'adversité précoce, on parle de la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans. Quand le docteur Gunner va venir, elle va vraiment pouvoir parler davantage de cela et nous dire comment est-ce qu'on définit l'adversité précoce. Comment on parle la littérature? C'était quoi l'autre point déjà? L'autre point? Ah oui, et la surréactivité, oui, encore une fois, je pense que
Jean et le docteur Gunner vont en parler. On parle des expériences des enfants dans 3 niveaux de stress. Le stress positif, le stress tolérable et le stress toxique. Le stress positif est ce que nous pensons est bon pour eux. Parfois, c'est bon que l'enfant sente un peu de stress. Je parle de trucs qui seraient équivalents, par exemple, à « Oui, j'ai eu une mauvaise journée aujourd'hui au bureau ». On ne parle pas de quelque chose de catastrophique, non. Et ce genre de stress, en fait, aide les enfants à apprendre, à commencer à réguler quelques-unes des émotions, n'est-ce pas? Alors, je pense qu'une partie de cela est de comprendre quels sont le genre d'événements par lesquels votre enfant pourrait passer qui sont plus ou moins typiques. Et l'enfant pourrait être stressé, mais on sait qu'on veut laisser que l'enfant essaie de le résoudre tout seul. On ne doit pas immédiatement rentrer le résoudre complètement pour l'enfant. Non, peut-être on va lui donner un tout petit peu de soutien pour qu'il arrive à cette résolution. Donc, c'est quelque chose à quoi on travaille. Oui, c'est une bonne question. C'est des réponses courtes, mais je pense que ces sujets vont surgir sans doute avec la présentation de Jean et celle du Dr. Gunner aussi. Est-ce qu'il y a autre chose? OK, alors, qu'est-ce qui influence notre façon de comprendre les choses? D'abord, c'est votre propre perspective. Que voyez-vous? Même quand vous regardez quelque chose comme cela, nous avons tous vu ces images. Est-ce qu'il y a 4 pattes pour l'animal? Il y en a qui en voient 6 ou 8, je ne sais même pas combien j'en vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pattes. Quand vous voyez le côté gauche, est-ce que c'est une belle femme ou une femme âgée? Donc, notre perspective et notre façon de choisir, d'interpréter un comportement ou un développement va influencer notre façon de réagir à cela, n'est-ce pas? Alors, quand nous regardons un enfant, que voyons-nous? Voyons-nous un comportement qui doit être corrigé, un enfant qui doit être corrigé, un développement qui n'est pas celui qui était attendu, une famille qui doit être traitée. Est-ce qu'on voit de l'espoir, du désespoir, ou est-ce qu'on a des questions par rapport à ce qui est en train de se passer, ce que nous voyons, ou est-ce que c'est un peu de tout? Il n'y a pas de réponse correcte à cela, savez? Donc, parlons d'abord de l'adversité. L'adversité précoce peut influencer de façon significative les résultats de santé physique et mentale beaucoup plus tard dans la vie. Je ne suis pas d'accord. Je suis à peu près d'accord. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sûr, qui ne sait pas? Bon, la réponse serait le C. Que cela peut influencer de façon significative les résultats de santé physique et mentale plus tard dans la vie. Alors, voici un exemple des choses que vous trouverez dans le site web de CDC des États-Unis. On parle des expériences négatives de l'enfance. On parle d'abus, abus émotionnels, physiques, sexuels. On parle de négligence physique ou affective, on parle du dysfonctionnement familial. On pourrait avoir un membre de la famille qui subit une maladie mentale, un membre de la famille qui est mis en prison, une mère qui a été traitée de façon violente, un membre de la famille qui a des abus de substances ou un divorce, une séparation. Donc, voilà les expériences négatives de l'enfance qui ont été analysées dans cette étude. Voici le docteur Judy Cameron. Elle est une neuroscientifique et elle va parler un peu de l'étude des expériences négatives de l'enfance, soit l'étude ACE. Là-bas, sur la télévision, OK, je pense qu'on l'ajuste. Si vous regardez la santé mentale ou physique de l'enfant, quand ils sont beaucoup plus âgés, 50, 60 ans, il y a un impact énorme des expériences précoces sur le fonctionnement. Pouvez-vous le décrire? Oui, on a fait du très bon travail sur l'étude des expériences négatives de l'enfant, soit ACE. Et ce que vous voyez, c'est que des enfants qui ont eu beaucoup d'adversité précoce ont beaucoup plus de possibilités d'avoir des problèmes de santé mentale comme la dépression, beaucoup plus de possibilités d'avoir des troubles de toxicomanie et des troubles que nous pensons n'ont même pas à voir avec le cerveau. Il y a
plus de possibilités de souffrir d'obésité, de diabète, d'attaque au cœur. L'adversité précoce a un effet sur comment le cerveau et le corps fonctionnent et c'est soutenu le long de la vie. OK. Alors, ils ont eu 17 000 personnes qui ont répondu à l'étude et 2 tiers avaient vécu au moins un événement d'adversité pendant leur enfance. Une personne sur 6 avait vécu 4 événements négatifs de l'enfance et 7 fois plus susceptibles d'être alcooliques. Et les expériences précoces d'adversité sont liées aux 10 causes de décès et d'invalidité. Oui, je fais toujours attention, surtout quand j'ai à voir avec les données des États-Unis, les études des États-Unis. Je veux vous dire que cette étude a été répétée en Alberta, je pense à Lethbridge, et le résultat étaient exactement comme ceci, exactement les mêmes. Donc, vous savez que l'étude a été répétée dans beaucoup de différentes populations, mais ça, c'est une étude canadienne qui a en effet répété ces résultats. Maintenant, c'est quoi l'aspect des choses le long de la durée de vie? Dans l'enfance précoce, on commence à voir des délais développementaux. Et ce que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'il faut en fait regarder le développement, n'est-ce pas, pour voir s'il y a un délai. Et pas tout le monde est bien formé en développement de la petite enfance. Et si vous ne l'êtes pas, vous devez vous assurer d'avoir de bons outils qui vont vous aider à se faire, des outils de dépistage. Et il y a l'une ou l'autre de ces personnes autour du cercle que vous pouvez appeler et qui comprennent le développement de la petite enfance pour reconnaître s'il y a des délais développementaux. Et moi, j'inclus là-dedans le délai socio-émotionnel. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à saisir dans les années précoces par des yeux qui ne sont pas formés. Donc, moi, je vous encouragerais à apporter à votre réseau, si vous ne l'avez pas encore fait, ces gens-là. Et après, par exemple, on a l'expulsion des programmes. Notre bureau travaille maintenant à préparer un article avec le Centre pour la santé mentale des enfants et des jeunes qui analyse la santé mentale des enfants de 3 à 6 ans. Et l'intérêt à se faire est venu de rapports anecdotaux que nous entendions à travers la province de jeunes enfants de moins de 5 ans qui étaient exclus, expulsés, suspendus de différents programmes. Des programmes de soins de santé, une salle de classe de maternelle. Parfois, on les mettait dans des programmes modifiés à l'école. Ils pouvaient, par exemple, venir, mais seulement pour 1 heure le mardi, 1 heure le jeudi. On entend aussi sur des conversations qui suggèrent aux parents, vous savez, peut-être cet enfant n'est pas encore prêt pour participer à un environnement en groupe. Attendons 1 an pour voir s'il sera là, si là, il sera déjà prêt. Mais en fait, ça serait très bon pour ces enfants que de participer à ce genre d'environnement et d'obtenir ce soutien additionnel. Donc, ces rapports anecdotaux ont eu comme résultat la création d'un groupe de travail qui est en train d'analyser les enjeux. Nous sommes au milieu d'écrire cet article maintenant qui sera probablement publié au printemps et vous aurez l'occasion de voir les résultats. Quand nous regardons les adolescents, nous voyons des choses comme l'obésité, les enjeux de santé mentale, le suicide, les grossesses chez les adolescents, les maladies sexuelles, les maladies transmises sexuellement. Et quand ils sont déjà des adultes, on voit que la liste devient encore beaucoup plus longue. Et vous savez que les gens qui subissent ces choses ont un risque beaucoup plus élevé de mourir plus tôt. Ils ont une durée de vie plus courte. Maintenant, est-ce que le stress et les traumatismes précoces peuvent avoir un impact? Parfois, les adultes disent qu'ils sont trop jeunes pour comprendre, mais cependant, les jeunes enfants sont affectés par les événements traumatisants et le stress fréquent et prolongé. Et même s'ils ne comprennent pas ce qui se passe, l'impact sur le développement cérébral peut affecter leur vie. L'âge ne protège pas l'enfant contre les traumatismes et l'impact qu'ils peuvent avoir sur les résultats développementaux. Alors, il
Il y a des effets neurobiologiques de traumatisme de la petite enfance. Au niveau structurel, nous voyons des différences du point de vue de la taille de différentes parties du cerveau. Alors, le volume du cerveau est différent. Nous voyons des effets chimiques, la dysrégulation, disons, des hormones du stress, la surproduction de certaines hormones du stress comme le cortisol, et nous savons que quand il est produit de trop, il est une menace pour le développement du cerveau. Nous voyons des effets neuropsychologiques, donc une sensibilité neurologique accrue aux stimulus visuels et sonores de colère. Ce qui est intéressant avec celui-ci en particulier, c'est que voilà ce que nous voyons chez les jeunes enfants. Quand les enfants grandissent et deviennent des adolescents, ce que nous voyons, c'est une réaction émotionnelle émoussée. Donc là, c'est très émotionnel, ils réagissent très rapidement, ils sentent n'importe quel genre de colère ou de menace très rapidement. 10 ans plus tard, pas de réaction. Donc vous les mettez dans une situation ou un événement et vous pensez que cela devrait indiquer qu'il y a du stress et ils ne montrent aucun stress du tout. Leur réactivité émotionnelle est émoussée. Et finalement, les effets chromosomiques. Donc, les télomères sont des petits capuchons protectifs à la fin de la chaîne de ADN qui protègent l'intégrité de notre ADN. Maintenant, nous les avons tous. Et avec le temps, pour nous tous, ce capuchon commence à souffrir une érosion. Mais chez les enfants qui ont subi une adversité importante, nous voyons que cela se passe beaucoup plus vite, cette érosion. Ça se passe beaucoup plus vite que chez une autre personne. On a trouvé que si on prenait un petit rat et on le tient pendant une courte période de temps, ce qui est stressant pour le petit rat, et on le met de retour dans la litière avec la mère, on le laisse croître et on voit son cerveau, c'est différent que ceux qui n'ont pas été manipulés. Très tôt, ces connexions dans le cerveau qui s'appellent des synapses se développent selon la génétique, mais aussi selon les expériences. Et le long de l'enfance, les changements du cerveau qui ont lieu dans une interaction entre les gènes et les expériences que l'enfant a. La recherche sur le cerveau, pour la première fois, nous a donné des preuves biologiques, physiologiques, par où les processus interactionnels qui ne fonctionnent pas ont un impact profond sur le cerveau. Si le tronc cérébral, pour une raison ou une autre, souffre une insulte, soit l'exposition à l'alcool, le tabagisme, l'exposition aux drogues, une détresse importante chez le fournisseur de toit, n'importe. Si le tronc cérébral est mal organisé et surréagi et dysynchronique, le bébé est né et nous avons fréquemment un problème de régulation de la situation. Ils sont difficiles à calmer. Ils ne vont pas bien. C'est difficile de les impliquer et cela fait que le fournisseur de soins se sente surpassé. L'enfant est en révolte, il ne peut pas le calmer et au lieu d'avoir cette interaction synchronique, ils sont incompatibles. Quand la mère est dans un stress constant, peut-être elle est tout simplement stressée au bureau, mais son corps, son cerveau et le cerveau du bébé en développement ne voient pas la différence entre cela et l'existence de prédateurs dans l'environnement. Donc le bébé n'est même pas né et il est déjà stressé parce que la mère est stressée à cause du travail ou parce qu'elle n'a pas de soutien par sa communauté ou sa famille ou son mari. OK, alors, vous pouvez faire la différence. Ce n'est pas seulement ce que vous faites, ce n'est pas seulement ce que vous connaissez, c'est ce que vous faites avec l'information que vous avez fait qui va faire une différence. Je dis fréquemment, surtout aux chercheurs,
avec lesquels nous rentrons en contact. Vous savez que ce n'est pas seulement que de dire des choses aux gens sur la science, parce que je pense que comme praticiens, nous devenons très emballés parce que la science nous enseigne, mais le défi est de savoir comment le mettre en pratique. Qu'est-ce que cela veut dire pour notre pratique quand nous parlons d'1 million de synapses par seconde? Pourquoi est-ce que de savoir cela devrait changer notre pratique? Comment est-ce que ça va changer notre pratique? C'est ça la partie difficile des choses. Alors, je pense que l'une des premières choses que nous encourageons vraiment les gens à faire, c'est de faire cet aiguillage. Si vous êtes inquiet par rapport au développement d'un enfant, aiguillez-le. Faites que ça commence à marcher. Nous savons qu'il y aura un temps d'attente, donc faisons les choses bouger. Dans la meilleure des situations, le nom de l'enfant arrive au haut de la liste d'attente et il n'a plus besoin de ce service. Ça va, ça n'a dérangé personne, ça n'a coûté rien à personne, n'est-ce pas? Donc, je pense que l'autre chose que nous devons faire, c'est qu'il doit y avoir un plan intérimaire au sein de votre agence, de votre communauté. Alors, tandis que cet enfant est dans la liste d'attente, voici le plan. Voici ce que nous allons faire. Et commencer à voir quel serait l'aspect des choses. Nous travaillons avec beaucoup d'agences pour créer ce plan que nous appelons le plan de soutien développemental pour qu'on donne à la famille, selon le dépistage et les conversations avec la famille, un plan qui se développe et qui fournit un objectif développemental et des stratégies pour soutenir l'objectif. Et maintenant, les parents vont pouvoir rentrer chez eux et dire oui, nous pouvons commencer à faire cette chose-là. Nous pouvons commencer à soutenir cet objectif en particulier. Donc, nous savons aussi que parfois, quand un bébé est un peu en retard dans son développement, on ne parle pas, en fait, de choses massives et chères comme intervention. Fréquemment, nous sommes en train de parler de recadrer la relation, l'interaction, la dynamique, faire que les familles reconnaissent les signaux du bébé encore mieux. Enseigner le bébé à mieux signaler ce qui est en train de se passer. Donc, ce n'est pas toujours ces trucs massifs comme intervention qui doivent se passer. Non, parfois, il s'agit d'un tout petit peu de soutien supplémentaire qui peut aider à faire une différence très importante. Nous tendons à penser tellement de temps à corriger et pas assez de temps à, en fait, créer des liens. Et je pense que si nous pouvons même commencer par encourager les fournisseurs de soins, les familles, tous ceux qui sont dans le monde de cet enfant, à passer davantage de temps à se connecter avec ce petit, cela va faire une différence très importante pour cet enfant. Alors, qu'avons-nous appris des 15 communautés à travers le Canada avec lesquelles nous avons passé du temps? Tout d'abord, avant de passer aux données, une question rapide. Êtes-vous d'accord ou en désaccord ou d'une certaine façon d'accord par où nous avons de bonnes données sur la santé mentale des nourrissons et des petits-enfants au Canada? Combien disent « je ne sais pas ». C'est juste. Combien diraient qu'ils ne sont pas d'accord? Combien diraient qu'ils sont quelque peu d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord? La réalité est que nous n'avons pas de bonnes données concernant la santé mentale des nourrissons et des petits-enfants. En fait, nous avons très peu de données. L'instrument, l'IMDPE, est l'une des choses les plus importantes que nous avons dans le pays, mais il n'y a pas beaucoup de choses. Et vous voyez fréquemment, non seulement dans ma présentation, mais dans celle de beaucoup de présentateurs, que par défaut, nous utilisons les données américaines parce que nous n'avons tout simplement pas de données canadiennes. Alors, ce que nous avons commencé à faire avec ces tables communautaires, c'est d'en fait commencer à documenter, à capturer ce qui était en train de se passer dans les communautés locales du point de vue de programmes de santé mentale, services, initiatives, quelles étaient les occasions que la communauté identifiait pour renforcer les programmes et les services, quelle était la situation de connaissance au sein de la communauté, qui était formée en quoi, et après des politiques organisationnelles qui reflètent la nature du travail. Je sais
que la personne, cette personne ne sera pas contrariée si je partage quelque chose qui s'est passé dans un appel qu'on était en train d'avoir avec nos partenaires dans plusieurs communautés des Premières Nations. Une des études, nous attendons de la commencer, nous voulons attendre l'approbation du financement et une personne est arrivée au téléphone et a dit « Je pense que je vais devoir reculer de cette étude. Je suis surpassée. Nous sommes en train de perdre des enfants tous les jours dans cette communauté. » Et je la cite, « Nous sommes en pleine crise. » Et elle pleurait, vous savez. Et nous sommes en train d'essayer de documenter et d'avoir une image claire de l'aspect des choses pour que nous puissions aider les décideurs, les leaders communautaires à vraiment commencer à comprendre que pour quelques-unes des communautés, ceci est vraiment catastrophique, absolument catastrophique. Donc, à mesure que nous travaillons à ces choses-là, les rapports même sont sur notre site web et ils donnent le profil le plus à jour de la santé mentale des nourrissons et des petits-enfants au Canada, des perceptions multisectorielles, parce que quand nous faisons ces tables communautaires, la communauté regroupe tout le secteur, santé publique, éducation, services sociaux, services de santé mentale, tous ceux qui sont là. On va faire une table à Niagara et j'ai parlé avec la personne à la charge, ils veulent inclure le logement, ils pensent que ça doit être inclus. Ils veulent aussi quelqu'un de maternité de l'hôpital local qui soit à la table parce qu'ils sentent qu'il y a quelques enjeux et quelques occasions aussi qui peuvent être eues dans cet environnement. Et aussi l'identification de thèmes consistants, nous les avons identifiés, et des occasions par où la santé mentale des nourrissons et des petits-enfants peut être mieux soutenue par la communauté. Du point de vue de qui a été à la table, tous ces secteurs et parfois d'autres partenaires. Cela a dépendu tout simplement de qui a pu être contacté par la personne à la charge. Parfois, ils disent on ne peut pas apporter le conseil scolaire ou protection de l'enfance à la table. Parfois, ils disent on peut les apporter tous à la table. Ça change d'une communauté à une autre. C'est pas nous qui prenons la décision vraiment par rapport aux communautés. C'est les communautés qui nous contactent et eux, ils nous font savoir qu'ils sont prêts, qu'ils sont engagés et qu'il y a une certaine connaissance par rapport à la santé mentale des nourrissons et de la petite enfance. Il y a un champion avec lequel on va pouvoir travailler. Ils vont pouvoir apporter les groupes multidisciplinaires à la table et nous voulons voir les programmes PACE-PCNP, c'est-à-dire les programmes d'action communautaire à la table et financés par l'Agence de la santé publique du Canada au niveau fédéral. Nous voulons voir ces programmes à la table. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont en train de faire beaucoup de ce que nous appelons santé mentale des nourrissons et de la petite enfance. Ils sont en train de faire ce travail et travaillent avec des communautés assez vulnérables. Donc, nous voulons qu'ils soient là. Donc, les gens sont invités à participer, les parties prenantes sont identifiées, nous avons des gabarits que nous partageons et nous travaillons, nous y allons pendant 2 jours, nous essayons de documenter le plus possible et puis nous retournons chez nous et nous commençons à préparer le rapport et en fait, nous allons aller-retour avec tous ceux qui sont à la table jusqu'à ce qu'ils soient tous, qui sont contents et fiers du rapport qui a été créé. Voici les communautés que nous avons visitées jusqu'à présent. Vous voyez la région de Niagara au haut et en fait, on va retourner à la région de Niagara parce que quand on a fait la région, la communauté autochtone n'était pas impliquée. Et à travers une discussion ultérieure, ils ont dit qu'ils voulaient participer à la table. Donc, nous allons retourner à avoir une table avec les services autochtones. Même scénario s'est passé. Bon, on n'a pas encore fait de table à Thunder Bay, mais nous allons partir à l'une des communautés autour de Thunder Bay, aussi une communauté autochtone, pour faire une table avec cette communauté aussi. Donc, on aura 2 tables de plus à ajouter à cette liste. Alors,
un total de 15 communautés, plus de 350 participants et 225 agences. Oui, vraiment remarquable comme projet, comme processus plutôt pour nous, du point de vue ce que nous avons appris aussi. Et voici les résultats. Le système actuel de soutien des familles est morcelé. Il faut davantage de communication et de transparence entre les secteurs. Et une partie de la raison pour laquelle nous sommes très emballés pour le fait que toute la province de Manitoba a accès à ceci et qu'ici, en Ontario, nous avons la protection des enfants, santé mentale des enfants, beaucoup de centres d'apprentissage de la petite enfance sont en train de participer. C'est très bon. Il faut davantage de conscientisation en ce qui concerne la santé mentale des nourrissons, d'une large diversité de disciplines et d'organismes professionnels, y compris le secteur de l'éducation postsecondaire, et même ceux qui travaillent dans le domaine viennent de différents antécédents. Donc, on ne peut pas dire que tous ceux qui travaillent avec les jeunes enfants ont ces connaissances. Nous ne le savons pas. Nous ne savons même pas quelles sont les connaissances centrales. Donc, c'est un défi. Nous devons de générer un groupe de ressources pertinentes pour les agences. Quand on a commencé, il y avait la protection des enfants, parce que ce que j'entendais des travailleurs était un engagement réel, un désir réel de faire davantage. Mais ils ne savaient pas quoi faire parce que ce n'est pas leur formation. Ils ne sont pas formés au développement précoce et ils ne sont pas formés en santé mentale précoce. Mais il y avait une passion, un engagement. Il nous faut créer des ressources qui vont les aider à faire le travail et des ressources qui reflètent toute la science. Pour s'assurer un dépistage doté d'une forte composante socio-affective. Nous ne le faisons pas, même pas pour les enfants qui sont sous des soins, ce qui m'a épaté vraiment. C'est une population vulnérable d'enfants et nous ne sommes pas en train d'en faire le dépistage, quoique la science nous dit ces enfants sont à risque d'avoir des résultats mauvais. Et que de le faire veut dire qu'il faut prêter de près attention à leur développement de très tôt et leur fournir non seulement ce qui est régulier, mais davantage de soutien encore. Les listes d'attente sont une préoccupation importante, n'importe où nous sommes partis. Ce message, nous l'avons entendu partout. La transparence est clé pour la collaboration et nous pouvons voir comment, au nom de la vie privée, cela devient très difficile pour les agences que de partager de l'information. Même quand les parents veulent qu'ils partagent l'information de ce qui est en train de se passer, c'est défiant. Donc cela a été identifié comme quelque chose avec quoi ils avaient des problèmes. Les agences connaissent souvent mal ce qui se passe en dehors de chez eux. Cela a été des nouvelles pour nous. Mais récemment, à Toronto, j'ai été à une réunion avec quelqu'un de protection des enfants et quelqu'un de santé mentale des enfants. Et la personne de protection des enfants a dit, je ne sais pas où je peux envoyer nos enfants quand on a des préoccupations de santé mentale. Et la personne de santé mentale a dit, je ne sais pas pourquoi vous les envoyez dans notre agence. Et la personne de protection a dit, on le faisait auparavant et vous ne les avez jamais pris. Et ça, c'est un nouveau PDG qui a dit, voilà, cela a changé. Voyez, voilà, ça se passe dans la ville même. Donc, il nous faut augmenter la communication parce que je pense que de plus en plus de personnes, à mesure que la conscientisation augmente, les services sont en train de souffrir pour ces petits. Nous devons partager des pratiques par rapport aux politiques et pratiques organisationnelles. Et en fait, nous allons commencer une révision de nos documents de compétences. On a préparé un comité d'à travers la ville qui vont travailler avec nous pour passer en revue et réécrire probablement toutes les choses selon la science. Ce travail va commencer bientôt. Nous devons impliquer des intervenants de niveau supérieur, par exemple le gouvernement, les ministères, les ERLIS, pour qu'ils regardent les changements dans les politiques. Quelqu'un a raconté une conversation qu'il a eue au sein d'une division de politique et programmes dans l'un des ministères du pays. Le directeur a dit, savez, combien de temps allons-nous devoir faire ces trucs de santé mentale? Et la personne sous le directeur a pensé pendant 1 minute et a dit, combien de temps pensez-vous que les gens vont continuer à avoir des bébés?
Comprenez? Ah, si on le fait une fois, on peut arrêter. On ne comprend pas au niveau des politiques qu'il faut en fait incruster ces choses au sein de nos politiques. Nous voyons beaucoup de changements dans les juridictions. À l'ouest, en Alberta, j'ai été très épatée. Ils veulent vraiment changer des pratiques. Ils font beaucoup de travail. Les équipes sont en train de travailler très fort. On veut changer des politiques, des pratiques au niveau provincial. Et après cela, créer non seulement des services sensibles aux cultures, mais aussi au niveau de la culture. Ici, à Toronto, une ville comme cela, nous devons nous améliorer à ce faire. Et après, il y a des communautés qui sont intéressées à établir des données de base sur le dépistage et la planification du soutien du développement. Nous avons en ce moment des études où nous sommes en train de recueillir des preuves très bonnes, des données très bonnes qui regardent ce que cela veut dire. Et nous avons besoin d'avoir davantage de pratiques réflexives et une supervision travaillant surtout avec les enfants vulnérables entre l'âge de 0 à 5 ou le prénatal, la femme enceinte, déjà dans les catégories vulnérables. Il y a beaucoup de travail à faire et c'est très fatigant au niveau émotionnel. Et cet appel que j'ai décrit avec cette femme surpassée, ça c'était le traumatisme indirect. Elle était traumatisée. Je rentre et je vois des gens dans cette ville, des travailleurs sociaux qui me disent j'ai des difficultés parce que j'ai 2 bébés qui passent par le sevrage dans 2 salles et moi je dois choisir quel bébé je vais soutenir. Je pense que cela est extrêmement difficile, extrêmement douloureux pour n'importe qui d'entre nous. Donc, nous devons penser à comment soutenir le personnel et qui travaille avec les populations vulnérables. Nous devons souligner davantage les populations autochtones, les soutenir. Il y a des connaissances limitées par rapport au TSAF. Vous savez, maintenant, je suis très contente de pouvoir vous le dire, les familles en Ontario reçoivent une enveloppe d'argent et les familles décident quels services ils vont acheter pour leur enfant qui a le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Nous n'avons rien de ce genre. Quand on a un diagnostic de TSAF, quoique les programmes de TSAF sont plus élevés que l'autisme, le DCA et le TDAH ensemble. Donc, nous devons continuer à parler et à former les gens par rapport à ce que cela veut dire, le risque, et nous voyons des taux plus élevés de TSAF chez les populations autochtones. Nous devons soutenir les enfants, soutenir leurs familles, et après cela, il y a le besoin d'avoir des ressources et des services culturellement sensibles et significatifs. Cela veut dire qu'il faut intégrer les perspectives, les visions des aînés. On va avoir une réunion la semaine prochaine ici à Toronto avec des représentants d'à travers le Canada, de Head Start, des programmes PACE, PCNP, parmi d'autres programmes. Et on nous a demandé d'inviter des aînés à la réunion aussi. Donc cela va être, je pense, quelque chose de très productif comme réunion. Et dans notre programme de santé mentale des nourrissons, nous sommes en train de faire un dépistage environnemental ayant à voir avec la santé mentale des nourrissons et de l'enfance, de la petite enfance. Donc, si vous faites des campagnes, des études, nous voulons vous écouter. Veuillez bien nous contacter. Notre information est sur le site web. Je vous ai mentionné qu'on fait un article sur les enfants de 3 à 6 ans et leur santé mentale. Nous avons aussi un essai clinique randomisé qui est financé par Kids Brain Health et nous avons une étude dans la région de Niagara qui examine la mise en œuvre du dépistage et du soutien développemental en utilisant hand in hand, main dans la main. Désolé. Nous avons aussi publié un appel à l'action
au nom de nourrissons tout petits et enfants en âge préscolaire maltraités. C'est dans notre site web, mais nous sommes en processus d'obtenir des agences qui vont endosser ce document. Il y en a qui l'ont déjà fait. Si vous voulez le regarder et votre agence veut nous endosser, nous vous accueillerions chaleureusement. Nous sommes en train d'examiner nos lignes directrices et de créer des documents pour soutenir les personnes travaillant avec les enfants autochtones et leurs familles. On fait la journée du sommeil bientôt et nous continuons notre travail avec les groupes communautaires à Niagara et Thunder Bay. Je vais arrêter ici parce que j'ai plus de voix et s'il y a des questions, sans doute, nous voulons vos questions, vos commentaires et si vous vous demandez si on va couvrir de certains sujets, ça nous intéresse beaucoup de vous entendre. S'il y a quelque chose que vous voulez vous assurer d'avoir couvert, faites-le nous savoir. Ici, en ligne, est-ce que vous avez des questions à poser? Très bien. Oui, j'ai un couple de questions. La première question, est-ce qu'il y a des recommandations par rapport à ressources pour aider à développer des problèmes développementaux? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des relations entre l'adversité, les expériences négatives de l'enfance et ce qui se passe plus tard? Les outils de dépistage que nous avons utilisés, il y a deux outils, Ages and Stages 3 et le questionnaire Ages and Stages émotionnels numéro 2. Nous les utilisons sur les deux, mais nous utilisons l'émotionnel 2 davantage, surtout parce que nous trouvons que c'est assez sensible. Ça nous aide beaucoup et c'est lié aux 7 domaines comportementaux. Donc, quand vous en faites le score, vous regardez les questions qui ont des scores élevés et ça va vous dire quel domaine comportemental et quelle tâche est branchée à cela. Donc, vous commencez à avoir un modèle. Si vous obtenez des scores élevés dans tout ce qui a à voir avec la régulation, par exemple, cela vous est utile. Quand vous commencez à penser à, bon, OK, c'est quoi mon plan? Quel domaine de développement dois-je travailler dessus? Donc, voilà les outils que nous avons utilisés dans nos études. Maintenant, la question concernant les expériences négatives de l'enfance et le système immunologique plus tard, oui, ça l'affecte. Un exemple, par exemple, il y a quelques années, peut-être il y a 7 ou 8 années déjà, le chef de travail social était en train d'analyser la population qui arrivait à CKID. Et 50% des enfants qui arrivent à cet hôpital viennent des voisinages les plus pauvres de Toronto. Ils ont la plus grande quantité d'admissions et la plus grande quantité de visites additionnel, parce que nous savons que fréquemment, pas toujours, mais fréquemment, quand les familles ont à voir avec la pauvreté, ils ont à voir avec d'autres enjeux. La pauvreté, un seul facteur de risque n'est pas suffisant pour dérailler le développement. C'est quand nous commençons à voir 2, 3, 4 adversités ou facteurs de risque que nous commençons à voir un impact. Et cela a des effets sur la santé physique, y compris le système immunologique de l'enfant. Et c'est de là que le capuchon sur l'ADN commence à avoir un impact aussi, parce que c'est l'intégrité de cet ADN qui est en érosion. Et les enfants qui passent tout leur temps à être stressés et préoccupés par rapport à s'il va y avoir quelqu'un qui va se battre à la maison, est-ce qu'il y aura des aliments, est-ce que je vais avoir froid quand je vais aller au lit, est-ce que nous savons où je vais aller au lit ce soir, ou est-ce que quelqu'un va être fâché avec moi à la maison? Quand les enfants passent leur temps stressés par rapport à ces choses-là, absolument, cela a un effet sur leur système. Il y a le cortisol qui a un effet très négatif sur le développement cérébral. Et cela s'étend à travers tout le corps. Et vous pouvez être sûr que des enfants qui font face à des adversités multiples auront, oui, un risque accru d'avoir une mauvaise santé. Cela va augmenter comme possibilité. Quelque chose d'autre? Encore une question. Qu'est-ce qui constitue un événement stressant préconception? Le sans-abrisme, l'abus, la négligence, être dans une maison où il y a beaucoup de violence, même la dépression.
savez, devoir batailler avec la dépression, surtout si vous n'êtes pas en train d'obtenir d'aide ou de traitement. Je pense que pour une personne jeune qui se sent intimidée, cela est stressant. Donc, c'est tout ce qui n'est pas ordinaire comme stress. Oui, j'ai eu une mauvaise journée ou j'ai obtenu une mauvaise note dans un test. Non, c'est quelque chose de plus grave que cela. Veuillez bien pousser votre bouton pour que tout le monde puisse vous entendre. Pensez-vous que d'avoir une grossesse difficile ou des complications pendant la grossesse est un stresseur qui pourrait mener à des problèmes de ce genre? Ça dépend du genre de système de soutien qui existe autour de la maman et de la famille. Je pense que si nous parlons d'une mère monoparentale qui a beaucoup de ces stresseurs et n'a pas de soutien, je pense que cela va augmenter le risque d'avoir quelques situations difficiles pour ce bébé, y compris la capacité qu'a la maman de réagir, de reconnaître et de réagir aux signaux que ce bébé est en train de donner. Mais je pense que quand il y a un bon système de soutien en place, cela peut être surpassé parce que, vous savez, si je suis une maman et je souffre de dépression, et quand je suis vraiment au milieu de cette dépression, mon partenaire ou ma mère, quelqu'un peut venir et aider mon bébé, ça c'est un facteur protectif qui va être un tampon pour ce stress. Merci. Quelque chose d'autre? OK, je veux vous remercier beaucoup d'être venus. Je remercie tous ceux qui sont en train de nous voir en ligne. Il y a un questionnaire que les gens doivent compléter. Si vous voulez obtenir le certificat à la fin, vous devez rentrer en ligne et compléter les questionnaires.